essayer de vous parler des cardiopathies congénitales en 20 minutes, ce qui est assez court. Donc, on va commencer tout de suite. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Et donc, en fait, pour dire prise en charge anesthésique d'un patient porteur d'une cardiopathie congénitale, le terme guéri n'est pas approprié et on le verra tout au long de ce topo. Et donc, on va parler de cardiopathie congénitale à faible risque pour celles que vous allez pouvoir prendre en charge dans vos blocs opératoires. Les cardiopathies congénitales, c'est pas rare. C'est la malformation congénitale la plus fréquente. Ça concerne presque 1% des naissances. Dans la plupart des pays, on va dire, développés, avec un diagnostic anténatal aisé, on va avoir un pourcentage qui va entre 0,6 à 0,9% des naissances. La prévalence des cardiopathie congénitale chez l'adulte ne cesse d'augmenter, puisque depuis, on va dire, les années 1980-90, on est de plus en plus capable de bien corriger ces cardiopathies ou de les pallier de façon à prolonger la survie de ces patients. Ce qui fait qu'on a des populations de cardiopathes congénitaux adultes qui sont de plus en plus importantes et qui représentent jusqu'à 2/3 de la population totale des cardiopathes congénitaux. Si on regarde un petit peu les graphes, alors je ne sais pas si ça va marcher. Ici, du coup, on a le nombre de patients en vie. Et ce qui est important, c'est une étude en fait qui a été faite au Québec, qui a été publiée en 2014 et qui a regardé un petit peu l'évolution des cardiopathie congénitales de 1985 à 2010. Et pour avoir un ordre d'idée, la population du Québec en 2010, c'était environ 8 millions d'habitants. Et on voit donc que ça concerne jusqu'à 40 000 personnes sur 8 millions d'habitants. Si on extrapole les chiffres, alors moi j'ai pris les régions Occitanie et Aquitaine, on est quasiment à 12 millions d'habitants, et ce qui fait qu'on a un total de à peu près 63 000 adultes dans ces deux régions qui peuvent être atteints de cardiopathie congénitale. Donc c'est pas rien en fait, on a pas mal de cardiopathes congénitaux dans notre population. En France, je pense qu'on est un petit peu en retard sur ce propos. En Nord-Amérique, les anesthésistes sont assez bien formés à la prise en charge des cardiopathes congénitaux et notamment des circulations particulières comme la circulation de Fontan. En France, ça reste quand même assez anecdotique de voir des anesthésistes vraiment au fait de ces circulations et de ces physiologies particulières. Alors peut-être que je vais avoir une bonne surprise dans la salle, mais qui est-ce qui est à l'aise avec ces physiologies particulières et qui est-ce qui a déjà pris en charge de nombreux cardiopathes congénitaux? Bon, ça se confirme. Est-ce que vous connaissez des noms de cardiopathes congénitaux? Est-ce que, je ne sais pas, allez-y. Tétralogie de Fallot, j'entends. Plus fort. Ventricule unique, ok, super. Transposition de quoi? Ouais, des gros vaisseaux, exactement. C'était même la première. Parfait. Est-ce que vous en connaissez d'autres qui vous viennent à l'esprit? CIV? CIA? En fait, il y en a énormément. Il y en a même tellement que ça remplit pas mal le tableau. Et je vais vous dire, c'est loin d'être terminé parce qu'en fait, les cardiopathies congénitales, c'est des tableaux entiers classés comme ceci, avec on va dire, des cardiopathies type et avec des déclinaisons selon ce qui peut s'y rajouter.
Heureusement, il y a des gens qui ont pensé à nous faciliter la vie et je pense, notamment à Lucie Houliel, qui est une pédiatre qui travaille sur l'hôpital Necker, qui travaillait avant sur Marie-Lannelongue et qui a fait un énorme travail, de dissection, pour pouvoir, en fait, comprendre les mécanismes embryologiques et pouvoir classer les cardiopathies en fonction, de leur anatomie, mais aussi de la clinique qu'elles peuvent, proposer, en fait. Donc là, elle classe en 10, 10 grandes catégories et on va dire que déjà là, c'est assez, difficile de tout comprendre. Les guidelines, de la prise en charge de ces cardiopathies congénitales sont très, très fournis. Ce sont des guidelines qui font plus de 100 pages, qui sont complètement indigestes pour, celui qui ne connaît rien à la cardiopathie congénitale et donc du coup, il y a des ressources qui sont un petit peu plus accessibles, qui ont été faites notamment par l'équipe suisse, qu'on appelle le précis d'anesthésie cardiaque. Ils en sont à leur 6e édition et c'est quelque chose qui peut être, facilement, consulté et qui peut, nous aider, même si on n'y connaît rien, à peut-être commencer à comprendre ce qui se passe dans le corps de notre malade. Enfin, en 2013, grâce à beaucoup, d'experts, français, il y a des recommandations de la SFAR qui sont sorties pour, guider encore une fois, les anesthésistes tout venant qui n'ont pas de connaissances particulières, sur la prise en charge ou non d'un cardiopathe dans leur établissement et c'est très important parce qu'ils ont, permis en fait d'identifier les situations dans lesquelles vous pourrez prendre en charge, les patients et les situations au contraire où il faudra référer le patient, et ou au moins prendre un avis d'expert. Du coup, je vais un petit peu décliner ces recommandations pour vous montrer comment elles sont faites. Il commence par expliquer en fait la physiopathologie, des différentes cardiopathies et il parle en premier lieu des shunts gauche-droit. Ce sont les shunts en fait, ça va être presque les cardiopathies les plus fréquentes parce qu'elles vont regrouper énormément, de cardiopathies. Donc juste pour les citer, on a le retour veineux pulmonaire anormal. Ah, ça marche pas. Celui-ci, la communication interventriculaire, les communications interauriculaires, puisqu'il y en a plusieurs sortes, celle qui pourrait être justement la plus guérissable et où on peut vraiment parler de cardiopathie guérie, c'est le canal artériel perméable. Ici, on a un shunt qui est particulier, qui est comme une fistule entre l'aorte et la paix. Ici, on a le canal atrioventriculaire, qui est une malformation qu'on trouve beaucoup chez les trisomiques. Ici, le truncus arteriosus, avec un seul tronc, en fait, qui donne les deux artères. Il y en a plusieurs formes aussi. Voilà. Donc, après, on passe au shunt droit-gauche, avec la fameuse T4F que vous connaissez bien, puisque c'est aussi un item pas de l'internat, mais de l'externat, pour le coup. Les abscies, alors atrésie pulmonaire à septum intact, ça veut dire qu'il n'y a pas de fenêtre interventriculaire, contrairement à l'abso, où on va avoir une fenêtre atrio au niveau des deux ventricules. Et enfin, l'Epstein, ce sont les principales qui décrivent. Ensuite, on a les cardiopathies du cœur gauche, qui vont être essentiellement des cardiopathies d'obstacle sur la mitrale, sur l'aorte, et notamment la coarctation aortique que vous connaissez bien, parce qu'elle peut être aussi présente chez l'adulte. Et puis, en fait, ça va être finalement les cardiopathies que vous allez être le plus à l'aise à prendre en charge, puisqu'elles se rapprochent beaucoup du RVAO, du RVM, que vous connaissez bien. Ensuite, il y a les physiologies de type VU. Vous en parliez tout à l'heure, qui sont particulières, avec des VU qui peuvent être d'emblée, des cœurs qui sont d'emblée, on va dire, univentriculaires, parce qu'il y a un défect d'un des ventricules, que ce soit le droit ou le gauche. On appelle ça des ventricules croupions, qui ne font pas le travail, qui ne peuvent pas accueillir le sang et qui ne peuvent pas l'éjecter. Et parfois, en fait, c'est des cardiopathies qui sont presque biventriculaires, mais on voit que
par exemple, le ventricule droit n'est quand même pas capable de faire le travail et donc on va décider d'en faire une physiologie univentriculaire. Ensuite, on a les VD systémiques. Ça veut dire que le ventricule droit est placé sous l'aorte et donc il va devoir faire un travail énorme, un travail sous haute pression. Alors qu'il n'est pas du tout fait pour ça, le ventricule droit. Le ventricule droit, c'est un ventricule très compliant, très fin, qui est capable d'accueillir beaucoup de volume, mais qui n'a pas beaucoup de force. Donc il va pouvoir travailler un temps comme ça, mais souvent, il va défaillir, et défaillir assez vite, puisque la défaillance cardiaque chez les ventricules droits systémiques va apparaître à partir de l'âge de 30 ans environ. On a les anomalies coronaires, pour finir. Les anomalies coronaires un petit peu particulières. Donc là, en fait, on voit la coronaire droite qui naît, au lieu de naître, bien sûr, de l'aorte, qui va naître au niveau du tronc artériel pulmonaire, ce qui fait que la coronaire est sans cesse vascularisée par du sang désoxygéné. À long terme, on fait bien sûr de l'ischémie, de la fibrillation auriculaire, de la fibrillation ventriculaire, de la tachycardie ventriculaire, l'arrêt cardiaque. Ce sont en fait les manifestations les plus fréquentes qui font découvrir en fait l'ALCAPA. L'ALCAPA, c'est une des anomalies coronaires qui peuvent expliquer un certain nombre de morts subites sur le terrain de football, par exemple. Du coup, au niveau des recommandations, on a donc classé en 3 catégories les cardiopathies: à faible risque, à risque intermédiaire et à risque élevé. Et les faibles risques, finalement, donc ça ne concerne que quelques cardiopathies, et en plus, il faut qu'il y ait absolument une lésion résiduelle, s'il y en a une, qui soit minime. Donc on va dire que ça peut être les canaux artériels perméables ou persistants, les communications interauriculaires, les communications interventriculaires et certains phallos qui étaient de bonne forme, qui ont été pris en charge rapidement, pour lesquels on a gardé la valve et qui ne présentent pas de défaillance VD patente. Donc vous voyez, ça réduit énormément le nombre finalement de cardiopathies à faible risque. Ensuite, il est bien sûr indispensable de prendre en compte l'état physiologique du patient. Certains patients, malgré des lésions résiduelles intermédiaires, on va dire, finalement, s'en sortent pas trop mal et ont peu de manifestations. A contrario, une CIV mal fermée qui continue à hyperdébiter, en fait, peut-être que le patient il va être très essoufflé au moindre effort et donc il faudra le prendre en compte. Son terrain, évidemment, tout ce que vous connaissez ailleurs sont à prendre en compte, diabète, etc. Ce dont nous, on ne se préoccupe quand même pas trop en pédiatrie. Vous, c'est votre quotidien. Nous, en pédiatrie, c'est vraiment exceptionnel d'avoir des terrains débilités en termes de facteurs cardiovasculaires. Enfin, le troisième, on va dire la troisième partie du score composite qui va être proposé par la suite se base aussi sur le type de chirurgie. Il est évident qu'un canal carpien va pas du tout avoir le même retentissement qu'une prothèse de hanche ou un rédux de prothèse de hanche. Donc, il est évident qu'il y a ça à prendre en compte également. Et donc, le comité d'experts a proposé ce critère composite et vous permet en fait, à la vue des 3 choses qui auront été examinées, de vous classer du coup dans faible risque, risque intermédiaire ou risque élevé. Et donc il est recommandé de ne prendre en charge dans les centres non experts que les cardiopathies à faible risque. Donc ça réduit pas mal les possibilités. Globalement, on va quand même parler de comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour essayer d'endormir un cardiopathe sans faire trop de bêtises, et quand on n'a pas le choix, en situation d'urgence, parce que des fois, on ne peut pas transférer. Donc globalement, il y a des petites choses qui sont faciles à mettre en place. C'est vraiment, on va dire, le bon sens paysan. Un jeûne optimisé pour la volémie, la chirurgie
la plus courte possible. Donc en fait, vous allez aller chercher votre meilleur chirurgien. Il faut que ça se passe rapidement. La chasse aux bulles pour tout ce qui est shunt, on a parlé tout à l'heure des FOP, mais c'est vraiment très, très important. On n'y fait pas trop attention chez l'adulte, en pédiatrie un petit peu plus, et vraiment aller chercher toutes les bulles parce qu'on n'a pas envie qu'il fasse un AIT, si ce n'est un AVC. L'anesthésie doit être toujours titrée et bien sûr l'ALR, grandement privilégiée. On essaye de vraiment tout faire sous ALR. Attention, j'ai mis à la vasoplégie des périmédulaires, vous le savez bien, mais tout à l'heure, on pourra parler éventuellement du petit cas clinique que je vous ai mis et vous verrez comment on s'y est pris. Enfin, je pense qu'il faut toujours avoir le vasopresseur de brancher. Alors, ça peut être de la bébinade, ça peut être de la phényléphrine, je ne sais pas ce que vous avez l'habitude d'utiliser, mais en tout cas, c'est quelque chose qui ne doit pas être en préparation, mais qui doit déjà être branché, par exemple sur un octopus, sur votre patient, avant même de commencer l'anesthésie. Et probablement qu'il faudra commencer par un titrage, une titration de remplissage vasculaire, plus amener un petit peu de vasopresseur d'ores et déjà avant de commencer l'anesthésie. Quelque chose de très important, c'est la tension, la prise de pression artérielle avant de commencer. Et en fait, cette pression ne doit pas bouger, c'est votre objectif d'anesthésie. C'est vraiment là. Alors, on est tous à faire à peu près, mais là, en fait, on n'a pas le droit. Il faut garder son régime de pression parce que c'est là où il y aura le moins de bêtises de fait et c'est là où on donnera le moins de travail cardiaque à ce muscle qui est défaillant. Il y a 4 principes physiologiques pour raisonner. Il y a la vasomotricité des artères pulmonaires avec la sensibilité à l'oxygène et au CO2. Je vous rappelle que hypocapnie et hyperoxie engendrent de la vasodilatation des artères pulmonaires. Ensuite, il y a les résistances, c'est-à-dire l'obstacle à l'éjection, la compliance des ventricules, et enfin un truc qui fait toujours un peu peur, le fameux QPQS. Ça, en fait, c'est pour l'expliquer. Je ne vais pas trop m'y attarder dessus, mais je vais juste vous donner les petites phrases de conclusion, comme ça, vous allez les retenir. Un cœur normal ou un shunt équilibré, le QPQS est égal à 1, c'est-à-dire que le débit de la petite circulation est égal à celui de la circulation systémique. Quand le QPQS est supérieur à 1, c'est-à-dire qu'il y a hyperdébit dans l'artère pulmonaire. Ça veut dire qu'il y a un vol vasculaire au profit de l'artère pulmonaire, donc moins de débit dans l'aorte. Enfin, un QPQS inférieur à 1, ça veut dire qu'il y a un hypodébit dans l'artère pulmonaire et, in fine, une mauvaise précharge dans le cœur gauche. C'est souvent pallié par la néovascularisation à l'apparition de collatéral aortopulmonaire. Quelque chose d'extrêmement important en cardiopathie congénitale, c'est décrypter l'échocardiographie. Il faut absolument comprendre ce que les cardiologues ont décrit. Sans ça, vous ne pouvez pas raisonner et vous ne pouvez pas comprendre la cardiopathie. Et moi, mon moyen, je vous le livre, c'est de dessiner. En fait, je dessine, grâce à des petites boîtes de cadasses, comment ça se profile. Je commence toujours par les retours veineux, puis je dessine mes oreillettes, mes ventricules, qui ne sont pas toujours le ventricule droit au-dessus de l'oreillette droite, parce que sinon ce serait trop facile. Je dessine mes gros vaisseaux et je dessine s'il y a un canal artériel qui persiste, comment sont les coronaires, comment est le ventricule, est-ce qu'il est hypertrophié, est-ce qu'il fonctionne, comment est la pression à l'intérieur. Grâce à ça, je vais rajouter les petites couleurs, ici sans désoxygéner, ici sans oxygéner, et je vais pouvoir commencer à raisonner. Si je ne fais pas ça, en fait, j'ai du mal à savoir dans quel sens vont mes shunts, qu'est-ce que je m'attends à retrouver au niveau de l'AP, au niveau de l'aorte, et c'est plus compliqué. Si on prend l'exemple d'une CIV résiduelle, ça peut très bien arriver dans une correction de Fallot, par exemple. Vous avez un Fallot qui a été plutôt bien corrigé, mais il reste une petite CIV résiduelle parce qu'elle était très haute placée, que le chirurgien n'a pas pu aller la fermer correctement.
C'est ce qui peut arriver le plus souvent, on va dire. Eh ben, une petite CIV, elle peut avoir zéro retentissement, mais elle peut aussi, à force de passer dans l'artère pulmonaire et d'augmenter le débit, on peut provoquer de l'hypertension artérielle pulmonaire de débit. Si cette hypertension artérielle pulmonaire de débit continue d'exister, elle va pouvoir se transformer en hypertension artérielle fixée. Si j'ai une hypertension artérielle fixée, mon ventricule droit va demander plus de travail pour passer l'obstacle de l'artère pulmonaire. Il va donc s'hypertrophier. Si j'ai moins de compliance ici, que la compliance diminue par rapport à celle du VG, ben, mon shunt va s'inverser. Et finalement, je vais finir par avoir une cardiopathie cyanogène. Ma SpO2, mesurée dans l'aorte, va être diminuée. OK? Facile? Presque. Un autre exemple d'un cœur vraiment assez mal foutu, qui était de type ventricule unique, avec des retours veineux que vous voyez complètement anormaux, des veines sus-hépatiques qui se sont rajoutées aux veines caves, qui venaient de part et d'autre, un petit FOP, ici des vaisseaux qui étaient mal posés, avec en plus une double discordance, c'est-à-dire une oreillette gauche au-dessus du ventricule droit, au-dessous du ventricule droit, et une aorte au-dessus du ventricule droit. Donc tout ça, en fait, si vous lisez juste l'échographie comme ça, là, vous n'allez rien comprendre. Donc il faut vraiment faire l'effort de dessiner pour avoir une petite idée de ce qui se passe. Hop. Là, c'est le dernier petit cas et on est en train d'en faire un cas clinique. C'est une dame qui a 60 ans et qui est née avec une double discordance, malposition de ses gros vaisseaux et une sténose de l'artère pulmonaire. Et en fait, in fine, ça fait qu'elle a une circulation qui est équilibrée grâce en fait à la sténose de l'artère pulmonaire. Elle a équilibré ses débits. C'est un peu compliqué de tout vous expliquer parce que je crois qu'il me reste pas beaucoup de temps. Mais si vous voulez, on en reparle juste après. Et globalement, cette dame, 60 ans, c'est historique de vivre avec un VU de ce type-là jusqu'à cet âge-là. C'est une cardiopathie, bien sûr, cyanogène, avec 75 de SpO2 en air ambiant au repos, avec un hippocratisme digital extrêmement avancé. Et en fait, elle avait une fracture du col du fémur. Bien sûr, elle avait d'autres antécédents, notamment de l'ACFA, etc. Donc, il a fallu attendre un petit peu avant de l'opérer, optimiser ses traitements. Et on a fini par la prendre au bloc opératoire et on a proposé en fait une rachianesthésie titrée, continue. Et elle n'a pris en fait que 1,25 mg de bupivacaïne. Malgré ça, cette très faible dose, on a été obligé de mettre des vasopresseurs, on a mis de la bébinade et on a maintenu son hémodynamique pendant toute l'opération, bien sûr avec aussi optimisation transfusionnelle puisque ces cardiopathes cyanogènes ne supportent absolument pas l'anémie. Tout ça pour vous dire, et c'est pas du tout pour s'envoyer des fleurs, mais la prise en charge des cardiopathies congénitales, elle demande un prérequis important. Les sociétés européennes et les sociétés nord-américaines ont beaucoup réfléchi sur la formation type à apporter, notamment en cardiopédiatrie, en anesthésie cardiopédiatrique. Et in fine, ils sont à peu près tous d'accord qu'il faut au moins un an de chirurgie cardiaque, au moins un an de pédiatrie, au moins un an de fellowship en anesthésie cardiopédiatrique, puis après pratiquer. Et il faut énormément pratiquer pour finalement être à l'aise avec ces shunts. Quand on n'en a qu'un, c'est facile de raisonner. Quand il y en a plusieurs avec des obstacles, il faut vraiment dessiner pour comprendre où va le sang et qu'est-ce qu'il fait. Vous n'êtes pas tout seul. Il y a bien sûr des centres de référence des maladies rares, des cardiopathies congénitales complexes, c'est le M3C. Vous avez plusieurs centres, notamment en Grand Ouest, avec Bordeaux, Toulouse et puis Marseille.
Et bien sûr, les centres de référence pour les pathologies les plus complexes, on va dire Paris, Necker et Marilalongue. Il y a 2 ans maintenant, l'équipe de Bordeaux propose une téléexpertise pour la prise en charge des cardiopathes congénitaux, grâce à notamment sur le site de l'Arcotova. Vous allez sur ce site et il y a une page dédiée à la téléexpertise des cardiopathes. Vous cliquez et vous suivez en fait les liens pour pouvoir remplir le petit dossier médical et vous aurez une réponse en environ 48-72 heures. Bien sûr, il y a également, sur le site de l'Arcotova, les numéros en fait des anesthésistes spécialisés en cardiopathie congénitale dans les différents centres, et donc vous pouvez toujours les appeler. Heu, les gens seront toujours ravis de vous donner des conseils et de vous orienter. Alors j'avais une dernière petite question. Décrite en 1888, de tout temps on m'a appelée maladie bleue. De la bascule d'un de mes septa découlent 4 anomalies. En 1944 représente un tournant dans ma prise en charge grâce au BTT Shunt, Blalock Tosit Thomas Shunt. Je suis le Fallot. Excellent. Voilà.